C'est bon, on peut y aller? Bien Oui, reçu. c'est Ouais, OK. super. On Donc, peut y d'entrée, aller. je vais laisser C'est bon. Fabrice se présenter. C'est l'aîné. Je vais laisser Fabrice se présenter et ensuite, je vais enchaîner derrière. D'accord, c'est très gentil, Andy. Je ne sais pas si on peut déjà me voir. C'est parce que j'avais choisi, mais c'est pas grave. OK. Euh, je suis Fabrice Beau, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis data analyst de profession et aussi formateur Excel. Donc, l'année passée, on a été, Andy et moi, du côté de l'Afrique de l'Ouest quand même, on a été les premiers MVP, surtout sur Microsoft Office 365. Donc, ici, c'est vraiment une séance de formation qui va mettre en lumière les bienfaits d'Excel, parce que si vous êtes là déjà, c'est que vous savez de quoi Excel est capable. Mais nous allons voir ensemble ici comment automatiser les tâches, soit avec VBA, avec Power Query. Et si vous avez des questions, on reste entièrement disponible pour vous accompagner, pour vous aider à monter en compétences. Merci. Andy, Oui, je pense que pour l'instant, je vais m'arrêter là. Et OK. voilà, bonne séance à tous. Merci. OK, super. C'est bon, vous me recevez? Oui, très bien. OK, donc moi, je vais partager mon écran. Je vais faire un petit pitch, OK? Et ça va nous permettre de voir un peu qui je suis, ce que le titre de MVP veut signifier. Moi, c'est Andy Spero oui, je suis consultant formateur Excel, développeur VBA avant tout et passionné de data. Je suis fondateur de la startup Aconta qui aide les entreprises à travailler leurs données, à exploiter le potentiel des solutions Microsoft afin d'augmenter en productivité et en particulier sur l'outil que nous appelons Excel, qui est notre chouchou à tous. Le titre de MVP, c'est quoi? Comme mon aîné Fabrice le disait il y a quelques minutes, nous sommes pour la sous-région ouest africaine, euh, les deux, OK, les deux MVP de l'Ouest Afrique. Et on en a un, puisqu'il y en a eu trois en Afrique l'année dernière, on en a un qui est en Afrique centrale, qui est camerounais. Et nous sommes les deux MVP de l'Afrique francophone. Et donc, le titre de MVP est une reconnaissance exclusive, OK? C'est une reconnaissance exclusive qui félicite tout simplement les meilleurs de leur domaine, notamment dans le partage actif de connaissances sur Excel à travers les formations, les webinaires comme celui-ci, les collaborations avec Microsoft pour apporter des retours d'expérience sur les différents outils et technologies. C'est un titre extrêmement sélectif puisque nous avons moins de 3000 MVP dans le monde, toutes catégories confondues, puisque les MVP, ce n'est pas que sur Excel. On peut avoir des MVP sur PowerPoint, des MVP sur Power BI, des MVP sur les solutions Azure et autres solutions Microsoft. Donc, nous en avons moins de 3000 un peu plus de 3000 dans le monde et un peu moins de 200 en Afrique, un peu moins de 200 dans le monde, dont 35 aux États-Unis. Ils étaient 34 l'année passée, donc il y a eu un récemment. Nous n'en avons que 8 en France, pour toute la France, et comme nous le disions tantôt, 3 en Afrique francophone subsaharienne, dont un en Côte d'Ivoire, M. Fabrice Beau, un au Bénin, moi-même, et un au Cameroun, M. Audrey Noudem. Donc, pour l'Afrique francophone subsaharienne, nous ne sommes que 3. Et donc, c'est un titre majeur qui nous légitime à former sur Excel, à partager des connaissances et des formations sur Excel. Donc, je fais dans la formation, tout comme Monsieur Fabrice, mon aîné, dans la formation avec les entreprises. Ça, on y reviendra peut-être en fin de sujet.
La raison qui nous a amené ici pour ce webinaire, c'est Excel. Le sujet, c'est comment débuter efficacement sur Excel en 2025. Et dans le cadre de cette session de formation, nous avons élaboré un petit document que nous allons partager avec vous en fin de session qui nous permettra de parcourir chacun des points. Le premier point que je m'en vais aborder avec vous pour commencer, c'est une question toute simple, OK? Et à laquelle vous allez tenter d'apporter des éléments de réponse et nous verrons ensemble à la fin du compte ce en quoi cela consiste. Quand on vous parle de base de données, à quoi pensez-vous? Quand on parle de base de données, n'hésitez pas à lever la main pour proposer vos réponses. Quand on vous parle de base de données, de quoi s'agit-il? À quoi cela vous fait-il penser? Allô? Allô? Oui, allô, on vous reçoit. Oui, je vous posais la question suivante. Quand on vous parle de base de données, à quoi cela vous fait-il penser? Base de données, on peut dire c'est peut-être un ensemble d'informations qu'on peut traiter Oui, pour présenter des solutions, des réponses, pour faire des analyses, tout ça là. OK. Quelqu'un d'autre aurait une autre proposition de réponse? Quand j'entends parler de base de données, moi, je pense juste à un endroit où est stocké des données. Hein. Un endroit où est stocké les données. D'accord? Quelqu'un d'autre a une autre réponse, une autre proposition pour nous? Moi, j'ai Oui, envie de moi, dire je qu'une voudrais. base de données, c'est un ensemble d'informations regroupées qu'on veut exploiter. OK. Une autre proposition de réponse? Une Moi, autre je proposition de n'entends pas réponse? base de données. Allô? Allô? Oui. Oui. Allô? Moi, Oui, j'entends pas allô? base de données. Oui, je peux répondre? Moi, oui. S'il vous plaît, je Vous peux répondre? m'entendez? Laissez M. Cramo finir d'abord. Laissez celui qui parle finir d'abord, s'il vous plaît. Je vous Allô? écoute. Oui, allô? Oui, la base de données, selon moi, c'est un ensemble de fichiers ou d'informations que nous regroupons dans un coin au cas où nous avons besoin peut-être après, ou même d'utiliser pendant un moment. Et tout ça rassemblé qui fait la base de données, au fait. OK, d'accord. OK, il y a beaucoup de réponses. Ça me hype énormément, mais malheureusement, je ne peux pas Yo, laisser tout le monde répondre. Oui, moi, la base de données, c'est un outil qui permet de collecter les informations, de les organiser peut-être. d'accord. D'accord. OK, c'est super. Non. Donc, prochainement, avant que quelqu'un ne parle, je le prie vraiment de bien vouloir se présenter. Ça permet à tout le monde voilà, de faire un peu plus ample connaissance. Ceci dit, je vais mettre pour le moment un terme à notre petite question-réponse au risque, d'accord, que cela ne s'éternise beaucoup trop. Nous n'avons qu'une heure trente. Donc, je vais répondre rapidement, OK, à la question que j'ai posée tout à l'heure. La base de données est une structure d'information qui permet d'organiser, de stocker, de gérer des informations de manière logique. Généralement, dans nos fichiers Excel, nous confondons souvent ce que nous appelons les plages de données aux tables de données qui elles-mêmes sont confondues aux bases de données. Ça fait beaucoup de données, mais je vais expliquer brièvement ce en quoi cela consiste. Une plage de données est une sélection de cellules adjacentes dans une feuille Excel. Je vais vous montrer un exemple rapide. Par exemple, OK, un petit exemple rapide, c'est une sélection d'informations pêle-mêle. OK, c'est une sélection d'informations pêle-mêle. Donc, si par exemple, OK, si par exemple, je prends cet ensemble-là d'informations comme ceci,
OK? Je peux l'appeler une plage de données, puisque c'est des informations. On peut appeler ça déjà une plage de données. OK? On peut déjà appeler ça une plage de données en l'état comme ça. On peut aussi appeler une plage de données des informations qui ne sont pas nécessairement contiguës, OK, et positionnées de cette manière. C'est une plage d'informations, quoi qu'il en soit. Mais ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler, par exemple, une base de données, encore moins une table de données. Parce que dès lors qu'on parle de table de données, il y a certains concepts qui entrent en ligne de compte. Et l'un des concepts les plus simples, lorsqu'on parle de plage de données, de table de données, c'est tout simplement l'entête, qui est souvent mésestimée, mais qui est un aspect fondamental d'une d'une table de données. Parce que si je récupère ces informations en l'état, comme ceci, que je fais CTRL-C, CTRL-V, sans information en en-tête, un modèle de données, un outil d'analyse de données ne saurait, par exemple, expliquer ce à quoi servent ces informations. La preuve est que dans un tableau croisé dynamique, ce ne sont que les en-têtes qui sont considérés comme étant les éléments de sélection que vous manipulez dans votre jeu de données. D'où la différence entre une plage de données qui peut avoir ou non d'en-tête, d'accord, et une table de données qui a forcément une en-tête. Mais quand on parle, par exemple, d'une base de données, la base de données a ce principe-là qu'en plus de revêtir les caractéristiques d'une table de données, elle doit obligatoirement, je vous dis bien, elle doit obligatoirement respecter le principe de corrélation entre les types de données. À titre d'exemple, vous ne pouvez par exemple pas mettre non complet, OK? Vous ne pouvez par exemple pas mettre prix, d'accord, le prix, et venir mettre des données alphanumériques, c'est-à-dire du texte et des nombres. Vous êtes obligé de respecter le format nombre, par exemple, dans une base de données. Parce qu'une base de données ne prend pas seulement en compte la disposition structurée en colonne et en ligne des informations, elle prend aussi en compte le type de données qui y est intégré. Est-ce que jusque-là, je me fais comprendre? Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? OK, super. Donc, une base de données ne prend pas seulement en compte les informations classées de manière structurée sous forme de lignes et de colonnes. Elle prend aussi en compte le type d'information. Fabrice, tu as quelque chose à rajouter? Allô? Non, 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 allons-y. OK, d'accord, super. Donc, je disais tantôt qu'elle prend aussi en compte le type de données qui est une partie essentielle de ce que nous appelons les bases de données. D'accord? Et donc, cette petite confusion que l'on a souvent l'habitude de faire est souvent préjudiciable lorsque nous voulons faire de l'analyse de données. Donc, pour récapituler, une table de données est un ensemble de données organisées sous forme d'un tableau où les colonnes correspondent à des catégories d'informations. Donc, une colonne peut stocker des numéros de téléphone, une autre des noms, et les lignes à des enregistrements également appelés des entrées. Donc, chaque ligne doit être unique dans une table de données. Par contre, la structuration et la cohérence entre le type de données manipulées n'est pas obligatoire, ce qui est nécessairement le cas dans une base de données. Ce qui fait que nous nous retrouvons dans une situation où une base de données est avant tout une base de données, OK, permettez-moi la tautologie, mais elle est aussi une plage de données et aussi une table de données. Mais une plage de données n'est pas une table de données et une table de données n'est pas nécessairement une base de données. Donc, vous ne pourrez pas faire toutes les manipulations et de l'analyse de données sur une simple table de données à cause de l'incohérence qu'il pourrait y avoir dans le type de données et l'entête correspondant. Mais avant même de parler des tables et consorts, des bases de données et consorts, nous avons le tableau Excel. Nous avons une information qu'on appelle le tableau Excel. Généralement, quand je vais en entreprise ou lorsque je veux encadrer des professionnels, je me rends compte que certains peuvent
récupérer des informations comme ceci, OK? Insérer des éléments comme ça, d'accord? Je vais désactiver, convertir en plage, OK? Et on se retrouve avec ce genre d'informations et on vient faire une petite mise en forme comme ceci. Voilà toutes les bordures. Et généralement, quand on vous dit où est le tableau, on dit, voilà, j'ai conçu un tableau. C'est récurrent dans les entreprises. Je pense que vous devez tous être habitués à ce genre de structuration, n'est-ce pas? Allô? Oui, oui. Oui, C'est bien ça, oui, c'est bien. Voilà. oui, Oui, effectivement. Voilà. Ce genre de structuration, c'est courant, c'est monnaie courante dans les entreprises. Mais Oui, nous sommes ce qu'on là. ignore, c'est que ceci, ce n'est pas un tableau. C'est une plage de données. Ou au mieux une table de données, mais ce n'est pas un tableau Excel, en tout cas. Parce qu'Excel ne voit pas ceci comme un tableau. Excel ne voit un élément sous forme de tableau. Oui, Fabrice? Exactement dit, ce que je voulais ajouter, c'est que il y a une plage de données. Il y a une plage de données avec les bordures. Par exemple, ce qui est devant vous. Ça, c'est une plage de données juste avec les bordures. Et il y a un tableau qu'on va, en guillemets, appeler base de données. Donc, c'était juste un petit ajout. Super. Merci, Fabrice. Donc, généralement, ce qu'on voit là, par abus de langage, on dit « j'ai conçu un petit tableau sur Excel ». Ça, ce n'est pas un tableau, c'est une plage de données, aussi simple que ça. Un tableau, vous ne parlez de tableau que lorsque vous avez, par exemple, en fonction de la version d'Excel que vous avez, cet onglet conditionnel. Cet onglet conditionnel, c'est soit l'onglet création de tableau pour ceux qui sont dans Office 365, outils de tableau pour ceux qui sont dans Office 2019, OK, 2016-2019, et je crois information de tableau, quelque chose dans ce genre-là pour ceux qui sont dans des versions un peu plus antérieures. Et le tableau a cette spécificité que généralement, lorsque vous le mettez, lorsque vous passez une plage au format tableau, je vais utiliser CTRL-L, la touche raccourci pour créer un tableau, mais on peut aussi utiliser l'onglet insertion ou accueil, mise en forme ou mettre sous forme de tableau. Lorsque vous utilisez, vous créez un tableau, vous avez toujours cette encoche-là qui apparaît, okay, qui vous permet de faire des premiers tris, des premières manipulations sur un tableau. Tant que vous n'avez pas cela, vous n'avez pas devant vous un tableau. Ça fait un premier aspect. Deuxième aspect, vous devez toujours avoir cet onglet conditionnel qui s'affiche, création de tableau, c'est obligatoire. Tant que vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas manipuler, vous ne pouvez pas dire que vous avez en face de vous un tableau. OK? Et enfin, le tableau a cet avantage-là que dès lors que vous insérez de nouvelles informations à sa suite, automatiquement, il s'auto-réajuste pour prendre en compte les nouvelles informations. Pareil, lorsque vous le faites sur le côté, si je disais par exemple prix, automatiquement, le nombre de colonnes liées à ce tableau augmente pour prendre en charge les nouvelles informations. Cela a l'air anodin comme ça, mais c'est un élément fondamental en analyse de données. C'est un élément d'ailleurs crucial. Oui, j'ai une petite question. Bonsoir, monsieur Andy. Allô? Bonsoir, monsieur Andy. Oui, Oui, allô, bonsoir, bonsoir. monsieur Andy. Oui, bonsoir. Moi, c'est Nyembo Mwanangoi, depuis la République démocratique du Congo. OK. Oui, j'ai un problème ici. Chez moi, l'écran n'affiche pas. Je ne sais pas comprendre. Votre Ça, écran c'est un que vous souci avez de partagé, ça connexion. n'affiche pas. Je pense que c'est un souci de connexion. Vous avez ce souci aussi? D'autres ont-ils ce souci? Non, pas du Chez tout. moi, moi, ça ça affiche. s'affiche bien. Non, tout va bien. Qu'il OK. se déconnecte et se Non, tout va reconnecte. bien. Ça va chez moi. OK. Donc, c'est certainement Donc, c'est un un souci de problème de la connexion, monsieur. connexion. Oui. Donc, je vous prie de vous déconnecter, de vous reconnecter. D'accord, C'est merci. bon, on peut continuer? J'ai fait ça. D'accord, Oui, merci. On peut merci. continuer? Oui, OK. on peut continuer. Non, on peut Super. continuer. Si on peut continuer. Super, merci. Donc, je disais tantôt que cette fonctionnalité, d'accord,
d'auto-réajustement des tableaux dans Excel est extrêmement importante en analyse de données. Pourquoi? Parce qu'une base de données, contrairement à une table de données ou à une plage, a pour vocation d'être progressive, évolutive. Donc, une base de données aura tendance à recevoir à chaque fois qu'il y a une évolution de nouveaux enregistrements. Et ces nouveaux enregistrements vont vous permettre donc de pouvoir avoir des informations qui évoluent avec le temps. Et c'est cette fonctionnalité-là qu'apporte justement le tableau qui vient vous permettre, dès lors que vous avez une nouvelle information, d'accord, à rajouter à votre pile d'informations, une nouvelle donnée à ajouter. Vous mettez par exemple Fabrice Beau, par exemple ici, automatiquement, les informations liées à Fabrice Beau sont prises en compte. Et donc, dans le tableau croisé dynamique, dès lors que vous allez lancer, par exemple, l'actualisation des données, vous aurez accès aux nouvelles informations qui ont été ajoutées au tableau. Et là, c'est le premier point par rapport auquel il y a des soucis dans l'usage d'Excel que j'ai remarqué chez les professionnels. Je m'explique. Nous avons, par exemple, dans la plupart des cas, pour ceux que j'ai rencontrés, des rapports à réaliser en fin de mois, en fin de semaine, en fin de période. Qu'est-ce que les professionnels font souvent? Admettons, par exemple, que nous ayons un point journalier à faire. Généralement, dans l'entreprise où j'étais, je me suis rendu compte que chaque jour, on devait créer un fichier où on ouvre une nouvelle feuille et chaque jour, on duplique le tableau. Est-ce que c'est un tableau? Non. On duplique la plage de données du jour précédent pour modifier les informations et créer une nouvelle information pour le jour qui suit. Et on faisait comme ça autant de fois que nous avions de jours dans le mois. Et donc, quand un mois finissait, on fermait le fichier, on le dupliquait et on recommençait. Qui parmi vous est déjà habitué à cette façon de travailler, a déjà vu ou fait ce que je viens de dire? Oui, n'hésitez pas hein, à lever les mains pour dire, voilà, moi je fais ça, etc. N'hésitez pas. OK, OK, vous êtes plutôt nombreux donc à faire ça. Vous êtes plutôt nombreux à faire ça, OK? Wow. Donc, vous avez déjà l'habitude de fonctionner comme ça. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Est-ce que vous savez qu'on peut faire mieux? Oui. Est-ce que vous savez qu'on peut faire mieux? Est-ce que vous savez qu'on peut faire mieux? Oui. On peut faire mieux. Oui, on le Pourquoi? sait. Oui. On peut faire mieux. Pourquoi? On peut faire mieux parce que nous avons en analyse de données deux façons différentes de traiter l'information. La façon optimale de traiter l'information, d'accord, c'est la structure longue. Quand je vous parle de structure longue, de quoi je veux parler? On a d'abord la structure large, celle qui consiste à mettre vos données sous forme, c'est-à-dire à créer une nouvelle colonne ou un nouveau fichier à chaque fois que vous avez une nouvelle information à rajouter. Le problème, c'est que lorsque vous vous retrouvez avec une information qui évolue journalièrement ou quotidiennement, vous vous retrouvez avec de gros fichiers très, très, très lourds. Pour information, un fichier, une seule feuille Excel, c'est 16 200 colonnes pour 1 048 576 lignes, soit un peu plus d'1 milliard de cellules. En d'autres termes, une seule feuille Excel vous permet de stocker plus d'1 milliard d'informations dans chaque cellule. C'est énorme. Je ne sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte. Et une seule feuille Excel à vide pèse 7,58 kilooctets, avec exactitude 7,58 kilooctets. Ça veut dire que autant de feuilles vous ajoutez, autant de fois votre classeur prend du poids, OK? Autant d'informations vous ajoutez, autant de formules vous ajoutez, parce que chaque formule que vous mettez dans une feuille Excel a un poids. Donc, vous augmentez artificiellement et inutilement surtout le poids du fichier. Conséquence, vous vous retrouvez avec des fichiers extrêmement longs à démarrer, très lents et qui plantent.
surtout lorsque ce sont des fichiers sensibles dans lesquels on a beaucoup de fonctions et de formules qu'on met en place. Alors que la structure large pourrait la structure longue, par exemple, pourrait vous faire garder la même information, d'accord, sur pratiquement 1 million de lignes, ce que vous n'êtes certainement pas prêt de remplir. Pourquoi? Quand je dis, par exemple, que je veux représenter des informations, j'ai un petit cas d'exemple ici. Je dis, par exemple, je veux représenter des informations d'un produit A et B. Je veux le faire, par exemple, par mois, par an, et oui, par mois et par an. Je dis juste simplement par mois et par an. Si je garde cette structure où je mets le produit, le mois à côté et qu'on sort, je vais me retrouver avec un fichier dans lequel, pour chaque année, j'ai au moins une feuille. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Allô? Oui. Je vais me retrouver Oui, avec un fichier oui, dans lequel, c'est pour bien chaque ça. année, Oui, c'est j'ai possible, oui. au moins une feuille. C'est bien ça. Le problème, c'est que c'est le genre de structure qui est tout simplement très difficile à analyser avec Power Pivot et les tableaux croisés dynamiques. Les colonnes, comme je le disais, vont croître avec le temps. Les années, la ville, la catégorie de produits, il y a plein de paramètres qui peuvent venir se rajouter à cette information que nous avons ici. Alors qu'avec une structure longue, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez vos produits que vous pouvez classer verticalement, ce qui fait que techniquement, mathématiquement, on suppose que vous souhaitiez utiliser même toutes les colonnes. Vous n'avez que 16 200 colonnes. Alors que si vous décidez d'utiliser toutes les lignes dans Excel seulement, vous avez déjà plus de 1 048 000 lignes. Je ne sais pas combien de fois on pourrait trouver 16 000 dans 1 048 000, mais je pense que ça fait beaucoup. Rien que la structure du fichier, là, vous permet déjà de gagner énormément en espace. Mais on va encore aller plus loin. Vous mettez les mois verticalement. Ça veut dire que chaque mois, vous avez une ligne pour un produit. Vous pouvez même aller plus loin et le faire par jour, le faire par type de produit, etc., etc., et par vente. Mais en allant plus loin, vous pouvez le faire par année. Ce qui fait que vous allez vous retrouver avec une structure de fichier qui est, c'est-à-dire, au lieu d'avoir, par exemple, un fichier par an, d'accord, au lieu d'avoir un fichier pour chaque année, vous vous retrouvez avec un seul fichier pour toutes les années, avec tous vos mois. Parce que janvier peut se répéter autant de fois que nécessaire sur la longueur. Le jour sera toujours différent parce que l'année constituera aussi un critère de filtre. Le 31 janvier 2024 est différent du 31 janvier 2025 en analyse de données. Donc, la date ne risque par exemple pas d'être un facteur de confusion, alors que la structure large ne donne par exemple pas cette possibilité, puisque les dates seront toujours mises les unes à la suite des autres chaque jour, ce qui vous empêchera toute analyse et rendra même tout simplement inexploitable le fichier. Pour celles et ceux qui utilisent un fichier, par exemple, ou une feuille par mois ou par jour, il suffirait simplement de reproduire les mentions que vous insérez dans votre table de données pour repasser à une forme longue d'analyse, optimale pour l'analyse. Et donc, une seule feuille suffira à renseigner les informations des 31 jours ou des 30 jours du mois, d'accord? Et après les 30 jours du mois, vous continuez à renseigner pour les autres mois. Lorsque vous passez à une nouvelle année, il suffira simplement d'ajouter une colonne année pour switcher de l'année 2024 à l'année 2025. D'accord? Donc, vous vous retrouvez avec, au lieu de 10 fichiers pour 10 ans, dans le cas où vous utilisez un fichier par an, d'un seul fichier, non pas d'un seul fichier, d'une seule feuille Excel. J'ai bien dit une seule feuille Excel que vous pouvez utiliser pendant 10 ans. Parce que si vous faites un enregistrement par jour, je dis tout simple, hein, si vous faites seulement un enregistrement par jour, ok, ça vous fera 365 enregistrements par an, fois 10, ça ne vous fait que 3650 lignes sur 1 million possible. C'est ridicule. Si vous faites même 100 enregistrements par jour, ça vous fait environ 36 500 enregistrements l'an. Vous multipliez ça
par 10, par exemple, ça ne vous fait que 365 000 lignes. Ce n'est pas beaucoup sur Excel. 365 000 lignes, c'est conséquent, mais ce n'est pas beaucoup non plus parce que nous avons analysé des fichiers qui pesaient beaucoup plus lourds. Lorsque vous passez à un format d'enregistrement au format CSV, c'est le format le plus recommandé lorsque vous voulez stocker des bases de données. Vous pouvez donc ensuite réduire la charge ou le poids du fichier pour vous retrouver avec quelque chose d'extrêmement léger. D'accord? D'extrêmement léger. En pratique, à quoi est-ce que cela correspond? Cela correspond en fait à ce genre de structure. En pratique, voilà le genre de structure qu'on a lorsque on met en place une base de données efficace sur Excel. J'ai la date des opérations qui me permet de savoir que chaque enregistrement de la journée est unique parce que j'ai ici un identifiant spécifique, donc un code de... Vous n'arrivez pas à voir mon tableau? Qui d'autre n'arrive pas à voir mon tableau? Moi, je vois le tableau. Vous avez accès à mon tableau? Je vois les tableaux. C'est bon. Je vois les tableaux. C'est OK. D'accord. Moi, je Je pense disais que si tantôt on ne que... voit pas les tableaux à chaque fois, c'est mieux de se déconnecter et se reconnecter comme ça, le problème est résolu, quoi. Sinon, la connexion, il n'y a pas de problème. On voit clairement les partages. D'accord, merci. Merci. Merci, super. Donc, je disais tantôt que dans la pratique, ça se résume à quoi? Ça se résume à cette structure de données. Où ici, j'ai sur mon enregistrement, ici, j'ai 26 colonnes. J'ai 26 colonnes dans cette petite table, dans cette petite base de données. Je vais revenir dessus tout à l'heure. J'ai 26 colonnes, mais techniquement, ça ne me prend pas beaucoup d'espace. Ça ne me fait que 26 colonnes. Mais en termes de lignes, ici, j'ai environ 2976 lignes. Ça commence par faire un peu beaucoup pour une année, pour un petit commerçant, mais ce n'est pas grand-chose parce que les informations ne couvrent même pas une année complète. D'accord? Elles ne couvrent même pas une année complète. Et au fur et à mesure que les informations vont continuer à progresser, l'utilisateur de ce fichier n'aura simplement qu'à venir compléter les autres informations. Donc, il continue et en 2025, il passe en 2025, en 2026, il passe en 2026 et donc dans un seul fichier à travers quelques colonnes, avec quelques colonnes et une bonne structuration des données, on pourra conserver des informations sur plusieurs années. L'avantage est tout simplement monstre lorsque vous voulez faire de l'analyse de données pointues parce que ça vous donne la possibilité de pouvoir analyser vos informations sur plusieurs années distinctes et donc de pouvoir faire des comparatifs. Mais le problème avec l'analyse, la structuration large, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, ou si je devais utiliser une structuration large ici, j'aurais mis le produit, certainement le mois et consort, je me retrouverai avec plusieurs fichiers par mois, OK, et un fichier par an. Ce qui fera que mon analyse sera carrément biaisée. Je ne peux pas faire d'analyse ou de consolidation efficace. Encore que généralement, lorsque on veut faire de la consolidation, il faut que les structures des données soient respectées. Et je peux vous parier que la plupart des utilisateurs lambda d'Excel ne respectent jamais les structures de données. Jamais. OK? On copie, on colle, on se fout de là où on a positionné le collage pour peu que l'information qu'on veut utiliser le jour J, on puisse l'utiliser. Mais dans la plupart des cas, lorsque vous voulez faire de l'analyse de données, sur plusieurs années, il faut que la structure de données soit la même d'une année à une autre. Sinon, c'est impossible de faire quelque analyse que ce soit. C'est impossible. OK? Donc, voilà donc un des cas pointus, un cas d'école, d'accord, dans lequel l'analyse de données, la structuration de vos données est importante. Les gens pensent dire, oui, je sais manipuler Excel, c'est ce que j'entends souvent, j'utilise Excel, je sais faire des formules et tout, mais avant de faire des formules, il faut savoir organiser ces données. Parce que si vous ne organisez pas vos données, vos formules, vous allez les mettre, elles vont prendre énormément de poids dans le fichier, ils seront totalement inutiles à utiliser. Alors que lorsque vous organisez correctement vos formules, vos données, un petit tableau croisé dynamique sert à faire toutes les analyses de données la plupart du temps. Avec seulement la maîtrise des tableaux croisés dynamiques, vous automatisez
40 à 60% de vos tâches avec Excel. C'est comme ça. Donc, il faut vraiment faire attention à la structure de vos données. Ça, c'est pour commencer. Maintenant, en allant plus loin, okay? En allant plus loin, vous allez vous rendre compte que ici, j'ai plusieurs bases de données, plusieurs éléments, d'accord? À chaque fois structurés toujours en ligne et en colonne. Je me retrouve dans ce que nous appelons ici une base de données multitabulaire. Techniquement, pour vous dire vrai, cette base de données-là est issue de notre logiciel de gestion de stock créé avec Excel et VBA. Et dans cette base de données, nous avons une table de données pour l'édition des fournisseurs et des clients. Nous avons une table de données pour la gestion de stock. Nous avons une table de données pour la gestion des événements. Nous avons une table de données pour la gestion de la caisse. Nous avons une table de données pour la gestion nous avons une table de données pour la gestion, pour la gestion des commandes. Nous avons une table de données pour tout événement, les devis, voilà, la gestion des accès utilisateurs, l'inventaire. Voilà, nous avons une table de données pour tout, pratiquement. Et quel est l'avantage d'avoir ce genre de structure? Ça nous prépare à ce que nous appelons de l'analyse de données multitabulaire, de l'analyse de données, de la modélisation de données. Ça nous prépare à ce qu'on appelle de la modélisation de données. Pourquoi? Parce que chacune de ces tables est interconnectée entre elles. Un exemple très simple. Pour passer une commande, pour faire un approvisionnement, vous avez besoin d'un fournisseur. Pour vendre un produit, vous avez besoin d'un client. Et à chaque fois que nous avons une information que nous envisageons envoyer dans l'une de nos bases de données, d'accord, nous nous référons toujours à l'une ou l'autre des informations figurant soit au niveau du client, soit au niveau du fournisseur. Soit c'est un client, soit c'est un fournisseur. Ce sont principalement les deux intervenants dans une boîte. Dans le cas d'espèce, soit c'est un client, soit c'est un fournisseur, mais jamais les deux à la fois. Et donc, en fonction des informations que nous avons dans cet élément, l'une des références ici sera utilisée soit pour alimenter notre base de données des approvisionnements, soit pour alimenter notre base de données des commandes. Généralement, ce qu'on utilise pour alimenter les approvisionnements, c'est la table des fournisseurs, c'est la liste de nos fournisseurs, et pour les commandes, c'est la liste de nos clients. L'avantage avec cette structuration, c'est que sur plusieurs années et sur plusieurs mois, par ailleurs, vous pourrez interconnecter, par exemple, les performances de chaque individu, de chaque élément de votre boîte. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des tableaux de bord extrêmement pointus, très avancés, où vous pouvez dire, OK, cette année-là, par exemple, tel client m'a rapporté tel chiffre d'affaires sur plusieurs années. C'est-à-dire, vous pouvez prendre un client et voir, par exemple, ses performances sur plusieurs années. Tout simplement parce que vous avez fait en amont un travail de structuration, de modélisation de vos informations et donc d'interconnexion entre vos différentes tables de données. Et là, vous vous retrouvez en face de ce qu'on appelle une base de données multitabulaire. Une base de données multitabulaire, c'est une base de données dans laquelle on a plusieurs tables de données, d'accord, qui elles-mêmes peuvent être considérées comme des bases de données, mais qui sont interconnectées entre elles. Parce que quand je prends par exemple la caisse ici, il y a plusieurs tables de données distinctes qui y interviennent. La première table de données qui est connectée à la caisse, c'est la table des produits. La deuxième, par exemple, c'est la table des fournisseurs. Parce que il faut toujours donner le nom du fournisseur chez qui nous nous sommes approvisionnés. D'accord? Nous avons les produits, nous avons les fournisseurs, principalement. Quand je prends les clients, nous avons le produit, nous avons le client, nous avons le type de produit, la table des types de produits pour savoir que, OK, par exemple, dans le cas d'espèce, telle catégorie de produits est plus vendue ou sort plus que telle. Mais en amont, nous avons toujours eu une table dans laquelle... Je vous prie de couper votre micro, s'il vous plaît. Mais en amont, nous avons toujours une table dans laquelle on a ici le matricule de produit et la famille d'articles à laquelle cela appartient. Donc, quand je prends par exemple cette seule table, famille d'articles, matricule, famille, OK,
Cette table-là intervient, par exemple, au niveau de la gestion de stock parce qu'en fonction de chaque matricule de produit, d'article, on peut déterminer quel est le type d'article qui est vendu. Et ce type d'article, maintenant, est connecté. Cet article en question est connecté à la base des clients dans laquelle nous nous retrouvons avec le produit vendu, le type de produit vendu, la famille de produits à laquelle elle appartient, ainsi que toute autre information utile. Donc, toutes les tables qui sont dans cette base de données multitabulaire sont interconnectées entre elles. Et ça devient extrêmement intéressant, extrêmement pointu lorsque vous arrivez à faire de telles analyses en analyse de données. Et donc, celles et ceux, par exemple, qui disent « Je veux faire du Power BI, je veux aller faire Power BI parce qu'on a entendu un jour que Power BI, c'était la tendance et tout le monde se rue vers Power BI sans connaître les fondamentaux de l'analyse de données. C'est tout simplement comparer, se lever et dire « Ok, je viens de mettre mon enfant au monde, maintenant je lui demande de courir. » Un enfant qui ne sait même pas marcher. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça se faire, mais toute personne qui dit « Je veux aller faire du Power BI » sans comprendre les fondamentaux de l'analyse de données, c'est exactement ce qu'il tente de reproduire. Et donc, maîtriser les bases de données, Excel est l'outil parfait pour faire ça, pour apprendre comment fonctionne une base de données. Quels sont les avantages d'une base de données unitabulaire? C'est qu'elle est très facile à mettre en place. C'est généralement ce que l'on utilise la plupart du temps. Elle a une utilisation immédiate dans Excel. Vous pouvez y ajouter rapidement des tableaux croisés dynamiques, des filtres, des formules. Elle est idéale pour les jeux de données limités et statiques qui n'évoluent pas beaucoup. Par contre, les inconvénients dans une base de données unitabulaire, celle que nous avons généralement l'habitude de mettre en place, c'est qu'il y a une grosse répétition des données. Donc, les informations peuvent être rapidement dupliquées. Et là, ça commence à fausser la cohésion et la pertinence même de cette dernière. Il y a beaucoup de difficultés à mettre à jour les valeurs et les erreurs de saisie sont très, très fréquentes. Alors qu'une base de données multitabulaire élimine la redondance des données parce que la mise en place est très structurée et calibrée. Donc, supprime les doublons. Il y a une mise à jour simplifiée parce que chaque entrée est unique et donc répond à des règles strictes de gestion des bases de données relationnelles. D'accord? Et ensuite, les analyses sont plus pointues parce que Power Pivot et Power BI c'est dans ce format que l'analyse de données se fait. Je vous prie de bien vouloir couper votre micro, s'il vous plaît. C'est bon, vous me recevez? Oui, on vous reçoit très bien. Oui, on vous reçoit. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Est-ce que jusque-là, c'est bon? Oui, c'est parfait, Andy. Oui, c'est bon. OK. Donc, on a mis en place ici un petit tableau récapitulatif, d'accord? On a mis en place ici un petit tableau récapitulatif des différences entre une base de données unitabulaire et une base de données multitabulaire, d'accord? Donc, ça, c'est très, très visuel. Donc, les bases de données multitabulaires sont plus complexes à mettre en place, d'accord? Contrairement aux tables de données unitabulaires. Les redondances de données sont réduites, très, très réduites. Les mises à jour sont simples et rapides parce que très structurées. Les performances en termes... comme on l'a dit tout à l'heure, dès lors que vous rencontrez cette difficulté, veuillez vous déconnecter et vous reconnecter. De toute façon, la session est entièrement enregistrée. Donc, les bouts que vous allez manquer, vous allez les retrouver dans les enregistrements. Merci. Donc, je disais tantôt que les performances dans un tableau Excel, dans une base de données Excel unitabulaire, sont très, très limitées parce qu'on a de gros ralentissements. OK? Et en analyse de données, c'est très limité tout simplement. Vous êtes limité à des tableaux croisés dynamiques simples. Alors que lorsque vous utilisez les tableaux multitabulaires, vous avez accès au Power Query et à Power Pivot. Et dans Power Pivot, il n'y a rien à faire. Vous allez devoir utiliser les systèmes de connexion entre les tables. Et vous ne pouvez pas connecter des tables tant que vous n'avez pas compris, une fois de plus,
l'importance de comprendre ce qu'on appelle des tables primaires, des tables secondaires, des clés primaires, des clés secondaires, des clés étrangères. Je n'arrive vraiment pas à comprendre, permettez-moi ce coup de gueule, je n'arrive vraiment pas à comprendre que des gens proposent des formations Power BI pour des financiers ou des personnes qui n'ont pas un profil développeur. Parce qu'elles sont ignorantes de ces spécificités. Or, Power BI est un outil qui est très carré dans sa structure de données. Si vous dites, je veux faire du Power BI, soyez-en sûrs. Il faut faire un petit tour par la case Excel et Excel avancé lorsque vous n'avez pas un background de développeur. Tout ce que moi j'ai appris là, si je le dis avec autant de facilité, c'est parce que je suis avant tout développeur VBA. Je suis comptable de formation, mais dans la pratique, je n'ai jamais fait réellement de grosse comptabilité. J'ai fait exclusivement de la programmation VBA. Et donc, j'ai appris inconsciemment tout ce que je suis en train de vous dire avant même que Power BI ne devienne très démocratisé. Et donc, c'est des concepts, lorsqu'on vous parle par exemple en Power BI de table de dimension et de table de fait, c'est des concepts que je connaissais, mais pour vous dire la vérité, les mots table de dimension et table de fait, je ne les ai appris que l'année passée. Mais je les appliquais déjà lorsque je devais créer des logiciels sous Excel. Parce que le fonctionnement d'un système d'information est toujours le même. Table primaire, table secondaire, table parent, table enfant, table de dimension, table de fait. C'est toujours comme ça. Donc, une fois que nous avons compris comment fonctionnent les tables de données, c'est un document très, très long que nous avons, en tout cas très, très, très pointu que nous avons mis en place. Je n'aurai pas le temps de tout vous présenter ici. OK? Une fois que nous avons compris ces spécificités, nous allons parler aujourd'hui de l'évolution d'Excel depuis Excel 2013, je vais dire surtout 2013, jusqu'à Office 365 que nous utilisons aujourd'hui. Déjà, pour quelle raison ce module? Dernièrement, je suis allé en entreprise et je devais travailler sur Excel, utiliser des nouvelles fonctions et je me rends compte que nous étions en 2024, mais je me rends compte qu'on a toujours des versions de 2013 en cours de circulation. Qui ici est dans le cas? Qui ici a une version antérieure à Office 2019? Allô? Levez la main. Qui ici a une version antérieure à Office 2019? Version d'Excel antérieure à Office 2019. Ah, ok, ça fait un peu beaucoup, hein? Version d'Excel antérieure à Office 2019. Ah, ça fait un peu beaucoup, hein? Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ok, d'accord. D'accord. Donc, pour votre information, Excel aujourd'hui, si vous n'êtes pas minimum à Office 2021, franchement, vous n'en profitez pas beaucoup. Vous n'en profitez pas vraiment. Parce qu'Excel a tellement progressé, tellement progressé qu'aujourd'hui, être à Office 2016, franchement, c'est perdre beaucoup de choses d'Excel. Voyons voir en détail cette évolution et pourquoi Excel 365 change tout. Excel 2016, et ça, c'est pour encore une version de moins de 10 ans, parce que si je remonte à Excel 2013, bah ça, on n'en parle plus. Les Excel 2007 et Excel 2010, je n'en parle même carrément pas. Je dis Excel 2013. Entre Excel 2013 et Excel 2016, on a une version stable mais limitée. Pourquoi? On a une bonne prise en charge des grands volumes de données parce que Power Query et Power Pivot y ont été intégrés, mais ne sont pas réellement activés. Donc, vous devez faire cette activation manuellement. Le problème, c'est que c'est une version qui est restée figée à sa sortie. Il n'y a pas de formule dynamique et il n'y a pas d'intégration dans le cloud ou pour la collaboration, le travail collaboratif en temps réel. Donc, c'est une version qui est restée très, très limitée. D'accord? Elle est restée très, très limitée. Il n'y a pas eu beaucoup de choses qu'on y a intégrées. Son avantage, par contre, c'est qu'il est super pour des usages classiques. Moi, j'ai 2016. Excel 2016.
OK. Donc, je disais tantôt que c'est une 2016. version qui est... Pardon? Permettez-moi de finir et puis nous allons ouvrir les questions-réponses et vous pourrez vous prononcer, s'il vous plaît. Donc, je disais tantôt que les versions d'Excel 2016 et 2013 sont des versions stables, mais franchement très, très limitées dans leur usage. Par contre, les maîtriser déjà correctement ou en tout cas en connaître les 20% qui vous permettent de réaliser 80% de vos travaux, c'est déjà le plus important. Ça ne veut pas dire qu'Excel 2016 ou 2013 est à jeter à la poubelle. Ça veut dire tout simplement que vous n'utilisez pas les meilleures versions d'Excel parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été simplifiées avec le temps et vous aurez le temps de le voir. Ensuite, nous avons la version Excel 2019 qui intègre des nouvelles fonctions. À titre d'exemple, je prends simplement la fonction si conditions. Croyez-moi, c'est un banger. La fonction si conditions est un banger. Pourquoi? En 2020, moi, j'ai commencé à faire Excel en 2020, entre le 19 et le 31 janvier 2020, pour être exact. Les premiers retours que j'ai eus de mon employeur ont été que j'ai une mémoire RAM de 1 giga. En d'autres termes, que j'étais très, très faible et idiot pour dire les thèmes tels qu'ils sont. Pourquoi? Parce que je tentais de combiner une dizaine de conditions si, ce qui, même pour des utilisateurs aguerris, est quand même une tâche ardue. Et pour moi qui débutais sur Excel, ça relevait de, voilà, du surnaturel en fait, parce que je tentais des choses qui n'avaient strictement aucun sens. L'avantage de la fonction si condition, et je pense que j'ai fait un tuto dernièrement là-dessus sur LinkedIn, que je vous invite à voir en consultant mon profil LinkedIn, est qu'il vous permet, dans une seule formule, d'intégrer autant de conditions que vous le souhaitez. Ce qui fait que si vous deviez utiliser 10 conditions si, c'est-à-dire imbriquer 10 conditions si, une seule fonction si condition vous permet d'intégrer autant de conditions que vous voulez. Je pense environ 128 conditions, ce qui fait un peu beaucoup. Donc, avec une seule fonction, vous arrivez à intégrer autant de conditions que vous le souhaitez, avec toute la facilité qui vient avec. Je crois que sur mon profil LinkedIn, je dois avoir fait un post dans lequel je présentais un peu la fonction si conditions, avec un cas particulier qu'un ami à moi m'avait soumis pour l'aider dans un travail. Je vais relancer mon profil LinkedIn et je vais chercher ça. William, je te prie de bien vouloir chercher le post et dès que tu l'as trouvé, tu partageras ton écran pour que je puisse expliquer un peu la fonction si conditions rapidement. Donc, vous avez par exemple la fonction si conditions qui permet de réaliser cela. Vous avez la fonction concat qui est une version améliorée de la fonction concaténaire qui donne plus de facilité. Vous avez l'intégration, d'accord, des prémices du moderne Excel, la fonction recherche X. Vous connaissez tous la recherche V, mais elle a une limite, c'est que vous ne pouvez faire vos recherches que de la gauche vers la droite. Alors que lorsque on n'a pas pris le temps de structurer efficacement son modèle de données, on peut se retrouver à devoir faire les recherches de la droite vers la gauche, ce que ne permet pas la recherche V. Et donc, entre-temps, il fallait utiliser la fonction index equiv. Pour celles et ceux qui connaissent la fonction index equiv, c'est la combinaison de deux fonctions, d'accord, qui permettent de faire des recherches dans tous les sens, d'accord, et de façon beaucoup plus fiable que la recherche V. Mais le problème de la recherche X, c'est qu'elle est compliquée. En tout cas, de mon point de vue, elle est compliquée à mettre en place. Pour le formateur que je suis avec 5 ans d'Excel, j'ai pris au moins 2 ans pour maîtriser l'index equiv, en toute honnêteté. Je n'ai jamais compris comment ça fonctionnait. Il m'a fallu 2 ans pour comprendre la fonction index equiv. Moi, j'ai d'abord commencé à comprendre l'index equiv en VBA avec application.index, application.match, qui est l'équivalent en fait de index match en anglais, qui lui-même est l'équivalent de index equiv en français. Donc, moi, j'ai utilisé le processus inverse. Au lieu de faire du VBA, c'est-à-dire de l'Excel avant du VBA, moi, j'ai fait du VBA avant de l'Excel, ce qui m'a permis de comprendre plus facilement les fonctions dans Excel parce que j'avais un mindset de développeur. Donc, on a d'abord index equiv qui est venu pallier à cette difficulté. Vous retrouverez aussi sur mon profil LinkedIn
un tutoriel sur l'index Equiv ou plusieurs tutoriels même d'ailleurs sur l'index Equiv avec des challenges lancés avec Nathan Fauconnier, notre mentor pour le MVP. Et donc, pour faciliter tout ça, Microsoft a fait sortir la fonction Recherche X. Et Recherche X, c'est tout simplement la simplicité de la recherche V combinée à la polyvalence de l'index Equiv. C'est un banger. Il est très simple à mettre en place, très facile à appliquer. D'accord? Très simple à mettre en place, très facile à appliquer. J'aurais pu me lancer dans des exemples, mais je crains que ça ne nous prenne du temps. OK? C'est pourquoi c'est un peu théorique. Parce qu'on n'a qu'1h30 et il y a beaucoup, trop de choses à voir en 1h30. Donc, voilà un peu la différence déjà entre Excel 2016 et Excel 2019. Et là encore, on ne parle même pas des fonctions du moderne Excel. On a l'intégration des graphiques comme les cartes graphiques, d'accord, les cartes géographiques, le graphique en entonnoir. On a l'intégration, une meilleure intégration de Power Query et de Power Pivot. Les prémices de l'analyse de données moderne telle que nous la connaissons aujourd'hui. Par contre, la version 2019 ne connaît aucune mise à jour, elle n'a pas les nouvelles fonctions du moderne Excel et le travail collaboratif est très limité. Qu'est-ce que j'entends par travail collaboratif souvent? Le travail collaboratif, c'est la possibilité, par exemple, que pendant que je suis en train de travailler sur un fichier Excel, un collaborateur est en train de travailler sur le même fichier Excel et que nous ayons la dernière mise à jour du fichier Excel tous ensemble. Mais qu'est-ce qui se passe en entreprise? Vous me direz si vous rencontrez ce cas. Moi, j'écris un fichier, je travaille sur un fichier, je vous envoie le fichier. Vous faites des corrections, vous intégrez de nouvelles modifications, vous me renvoyez la nouvelle version. Je vois, j'ouvre, je corrige des choses, j'ajoute certaines choses, je vous renvoie ça par mail, et ainsi de suite. À la fin du compte, on se retrouve avec un fichier dont on ne connaît plus l'historique des modifications, ou on se perd dans nos mails. Qui a déjà rencontré ce genre de situation? Qui a déjà rencontré ce genre de situation où on s'envoie des fichiers Excel entre nous? On s'envoie des fichiers Excel au point à un moment donné de ne plus savoir quel est le fichier Excel. Voilà, je vois qu'il y en a beaucoup. Eh bien, le travail collaboratif avec Excel 365, c'est tout simplement génial. Pendant que je travaille sur un fichier, et ça, c'est ce que Greg et moi, nous faisons très régulièrement. Hein. Pendant que moi, je travaille sur un fichier, Greg travaille sur le même fichier et nous nous retrouvons avec le même fichier à la fin du compte. Ce qui fait que nous avons toujours la dernière version du même fichier et donc, on n'a plus de difficulté à dire à quelle modification tu as apporté. Parce que quand j'ouvre, par exemple, le fichier là que j'ai actuellement en cours d'exploitation, vous allez voir que j'ai ici enregistrement automatique. Si je viens taper là, historique, OK, je vais taper historique des versions, d'accord? Là, je viens taper historique des versions. Excel va me sortir un récapitulatif de toutes les modifications appliquées au fichier. D'accord? Là, c'est très pratique. C'est bon, je le poste. C'est bon, vous me recevez? Alors, oui, on vous reçoit. Excel 5 sur 5. Super. Excel montre que le 17 avril 2024, Andy Perrault a modifié le fichier à 1h41. Le 15 novembre 2024, Greg Adjier a modifié le fichier le 14 à 14h47. Et ainsi de suite, nous avons toutes les modifications apportées au fichier et on peut les restaurer. C'est ce qui est intéressant. En cas d'erreur ou de bug, on peut restaurer le fichier. Et donc, la dernière modification appliquée, c'est aujourd'hui à 20h28. Et effectivement, ça correspondait à l'heure à laquelle j'avais lancé le webinaire. Et donc, ça, par exemple, c'est l'un des nombreux avantages, d'accord, qu'apporte Office 365 et notamment l'usage de Excel 365. Ça, c'est un des avantages parmi tant d'autres. On ne parle plus des fonctions dynamiques, d'accord? La fonction filtre, la fonction trier, la fonction séquence, la fonction, il y a tellement de fonctions, la fonction recherche X. Il y a tellement de fonctions, qui sont intégrées au moderne Excel et nous avons une facilité monstre à travailler. Des choses qui nous prenaient plusieurs calculs, par exemple, quand je prends la fonction de filtre, par exemple, avancée sous Excel, il fallait faire
soit appel au VBA pour automatiser ça, soit appel à l'outil de filtre avancé, d'accord? L'outil de filtre avancé, soit il fallait faire appel à l'outil de filtre avancé, soit il fallait faire appel au filtre directement sur le tableau. Ce qui fait que on modifiait une base de données, alors qu'en analyse de données, il est interdit de modifier la base de données source. Donc, la fonction filtre, par exemple, vient régler définitivement ce problème. Et donc, ça, c'est l'une des fonctions parmi tant d'autres qui a été intégrée, alors qu'il y en a une bonne cinquantaine qui ont été intégrées dernièrement. Les toutes dernières fonctions qui ont récemment été intégrées à Excel, ce sont les fonctions remplacées par. Remplacer, par exemple, la fonction remplacer est une équivalente de la fonction substitut. D'accord? La fonction remplacer est une équivalente de la fonction substitut que nous connaissions tous. Nous avons par exemple la fonction pivoter par. OK? La fonction pivoter par qui vient tout simplement reproduire les caractéristiques d'un tableau croisé dynamique, mais en utilisant une fonction. L'avantage étant que si, pour ceux qui utilisent régulièrement les tableaux croisés dynamiques, il y a des graphiques qui ne sont pas autorisés, par exemple, sur un tableau croisé dynamique. Quand je prends, par exemple, le graphique compartimentage, d'accord, il n'est pas autorisé sur un tableau croisé dynamique. Quand je prends les graphiques en carte, ils ne sont pas autorisés sur des tableaux croisés dynamiques. Quand je prends le graphique en entonnoir, il n'est pas autorisé sur un tableau croisé dynamique. Alors qu'avec la fonction pivoter par, vous vous retrouvez avec la même structure qu'un tableau croisé dynamique, OK, les mêmes résultats, mais avec la possibilité d'y appliquer un graphique. Ce qui fait que vous gardez le dynamisme des tableaux croisés dynamiques, OK, sans les inconvénients liés au tableau croisé dynamique. C'est tout simplement un banger. Et donc, ça, c'est l'une des nombreuses dernières fonctions. Vous avez, par exemple, les fonctions trier par, d'accord? La fonction est égale à trier par, OK? Différente de la fonction trier, bien sûr, qui apporte d'autres avantages, d'accord? La fonction trier par permet de trier un tableau par rapport à un autre, OK? J'ai fait aussi un tutoriel dernièrement dessus que vous retrouverez sur mon profil LinkedIn. Donc, on a énormément de fonctions, énormément de choses qu'on peut faire avec le modèle Excel. Et donc, ne pas être aujourd'hui sur Office 365, c'est perdre une très, 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 très grosse partie des possibilités qu'offre Excel. On ne parle même plus de Power Query et de Power Pivot qui ont encore été améliorés dans Office 365 pour faciliter encore le travail collaboratif. Allô? Donc, j'ai une question, s'il vous plaît, monsieur Andy. J'ai une question par rapport à, quand vous parliez tout à l'heure de collaboration. En fait, la collaboration se fait par OneDrive, c'est ça? Ou c'est sur Excel? La collaboration se fait sur Excel directement. En d'autres termes, si j'ai un collaborateur à moi, je crois que Greg n'est pas sur la réunion, mais j'aurais pu dire par exemple à Greg d'écrire quelque chose ici. Vous allez voir que automatiquement ça va apparaître ici. D'ailleurs, ce fichier, c'est comme ça nous l'avons conçu. Pendant que moi, j'étais en train de travailler sur le projet VBA qui est derrière, pendant que moi, j'étais en train de travailler sur le projet VBA juste derrière, lui, il était en train de construire la base de données. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, moi, je me retrouvais avec la dernière version de son travail à lui et moi, je pouvais évoluer convenablement sans avoir à dire « Ok, Greg, envoie-moi la dernière version de ton fichier, etc. » Ça fait le premier aspect. Deuxième aspect, c'est que au fur et à mesure des modifications qui sont apportées, lui, il connaît ce que moi j'ai fait. Et s'il se retrouve à ne pas connaître l'évolution du fichier, il peut décider de venir y voir un peu plus clair. Et donc, vous n'avez même pas à la base besoin de OneDrive nécessairement pour faire du travail collaboratif. Excel lui-même, de par le système de Office 365, le fait nativement. Parce que Office 365, Microsoft 365 vient avec un abonnement OneDrive intégré. Donc, tous les travaux passent en fait par ce qu'on appelle SharePoint. SharePoint, c'est la base à partir duquel le travail collaboratif est fait sur Excel. Et donc, tout se fait dans SharePoint et vous vous retrouvez avec des fichiers qui sont cohérents, tout simplement. Des fichiers qui sont cohérents et toujours la dernière version du fichier. Moi, je ne vous cache pas, je déteste qu'on m'envoie des fichiers Excel par mail.
Je déteste ça. J'en ai plein là dans mon Outlook de fichiers Excel qui m'ont été envoyés par mail. Ça m'aborde. Comment nous, on fonctionne à Conta? On a Microsoft Teams, qui est notre plateforme de travail, OK? Notre plateforme de travail dans laquelle nous stockons tous nos cours, tous les travaux que nous avons faits. Donc, quand je prends par exemple ici, chaque nom constitue un client que nous avons accompagné ou un groupe de clients. On a tous nos travaux qui sont tous intégrés dans un autre espace, par exemple nos travaux, et nous avons tous nos fichiers qui sont totalement interconnectés. Si j'agis sur un fichier Excel ou sur n'importe quel fichier, Craig a automatiquement la mise à jour de ce fichier à son niveau. Il n'a pas besoin de me demander « envoie-moi le fichier ». Non. Il suffit simplement que je lui laisse par mail ou par WhatsApp. Ah, j'ai modifié tel fichier. C'est aussi simple que ça. Et lui, il va dans le fichier, il a toujours accès à la dernière version du fichier. Et tout se passe généralement par l'espace OneDrive que nous avons en commun qui permet de travailler de manière très fluide. Donc, au-delà d'Excel, d'accord, c'est l'un des avantages qu'apporte tout simplement la suite Office 365. Croyez-moi, si vous ne l'avez pas, allez faire votre abonnement Office 365. C'est un banger. C'est vraiment un banger. Donc ici, nous avons mis en place un petit tableau récapitulatif des différences entre Office 2016, Office 2019 et Office 365 ou Excel 365 que vous verrez juste là. Mais bon, on va ajouter Office 2013 aussi pour qu'on ait une plus large visibilité. Mais entre Office 2019 et Office 365, il y a eu d'autres informations qui ont été intégrées, comme par exemple d'autres versions comme Office 2021, qui n'est pas exactement Office 365, mais qui prend en compte des fonctions du moderne Excel. Okay? Donc, c'est un premier pas vers l'utilisation moderne d'Excel. De la dernière version sortie, c'est Office 2024. J'ai voulu le télécharger dernièrement, mais je n'en ai pas eu le temps. C'est Office 2024. Et si vous voulez vraiment la version perpétuelle, c'est Office 365, mais sachez que lui, il est sur abonnement mensuel ou annuel. Mais croyez-moi, l'investissement en vaut très largement le coup. Donc, voilà déjà pour l'évolution d'Excel au long de ces années, sur ces 10 dernières années, de 2013 à 2025. Quant à Power Query et Power Pivot, ce sont ce que nous appelons ici les outils BI d'Excel. Ils permettent principalement d'automatiser l'extraction, la transformation et l'analyse de données sans avoir recours à de la programmation VBA ou à du SQL. Power Query permet de faire de l'automatisation du nettoyage et de la transformation des données. Et Power Pivot, lui, permet de faire de l'analyse avancée avec des relations et des mesures en DAX. D'accord? Donc, principalement, c'est ce que font ces deux outils. Fabrice, tu as quelque chose à dire à propos de Power Query et Power Pivot? Tu es l'un des férus défenseurs de cette technologie dernièrement sur LinkedIn. D'accord, déjà merci. S'il faut, je peux partager une image pour essayer d'expliquer un peu le processus si on a encore le temps. Ok, super. Ça, on peut le faire, non? Vous nous permettez? On n'a que 15 minutes encore, hein, mais est-ce que vous nous permettez? Oui, oui, pour moi. Ok, super. Oui. Encore, même une heure encore. Allez, on peut y aller. Tu peux y aller, Fabrice. D'accord. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Super, on voit ton écran. D'accord. Très bien. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vraiment expliquer assez rapidement parce qu'on n'a plus assez de temps. Mais Power Query et Power Pivot aujourd'hui sont des compléments qui sont intégrés à Excel qui nous permet de récupérer les informations. Ça peut être les informations stockées dans une base de données. Donc, si vous avez une base de données, vous pouvez connecter avec Excel et avec Power Query. Et en plus de ça, si vous avez des fichiers Excel que vous avez l'habitude, par exemple, je prends une agence et qui a des succursales à l'intérieur.
par exemple, ou encore plusieurs commerciaux qui envoient des informations chaque semaine, vous pouvez automatiser le traitement de ces fichiers en une seule action. Et après, tout ce que vous avez à faire, c'est d'actualiser votre fichier. Mais comment ça se passe réellement? Vous avez des sources de données qui sont là, donc des différents fichiers. Mais avant de parler d'automatisation, il faut connaître la structure du fichier. Donc, on va modéliser, on va donner une structure de fichier que tout le monde va respecter. Donc, généralement, on va verrouiller même pour ne pas que... Parce que quand on fait, il y a des collaborateurs têtus qui vont changer de nom de feuille, qui vont changer les entêtes et ainsi de suite. Mais ça, c'est des choses qu'il faut prévoir. Donc, il faut vraiment verrouiller de telle sorte que personne ne change la structure du fichier. Et en plus de ça, on va maintenant récupérer ces informations avec Power Query. OK? On récupère avec Power Query qui utilise généralement le langage M. Donc, vous n'avez pas à coder, sauf pour des options vraiment très avancées que vous allez mettre la main dans le code. Sinon, vous avez Power Query qui est vraiment l'interface graphique. Vous pouvez utiliser sans problème. Et c'est un ETL. Un ETL, c'est quoi? C'est un système d'extraction d'informations, de transformation et de chargement. Donc, il va extraire les informations. Ça peut être sur une page Internet et ainsi de suite. Il va transformer et on va charger soit dans une feuille Excel ou dans Power Pivot. Et la différence maintenant, qu'est-ce que Power Pivot fait exactement? Avec Power Pivot, on va déjà faire la modélisation. Donc, on va créer des liens entre les différentes tables comme ce que Andy a dit de suite. Il faut connaître déjà les tables de dimensions. Allô? Voilà. Vous m'entendez? Oui, nous te recevons. Oui, Vous monsieur. m'entendez? D'accord. Oui, Ok. on vous reçoit. Donc, une fois vous avez fait la modélisation, vous allez créer des mesures. Et des mesures, ce sont des calculs un peu plus avancés, des choses que vous pouvez faire avec TCD, mais avec plus avancé. OK? Vous allez automatiser ces différents calculs. Allô? On ne reçoit plus le son. Oui, je pense qu'il a un petit souci de connexion, certainement. Les tableaux croisés dynamiques. Et là, après, vous pouvez partager sur Teams ou encore voilà, sur SharePoint facilement pour que la personne, l'utilisateur, puisse regarder. Et ces compléments-là sont également aujourd'hui, c'est ce qu'on utilise généralement dans Power BI et tout le monde se dirige vers Power BI. Pourtant, la même chose que Power BI fait, on peut même mieux faire avec Power Pivot et Power Query directement depuis Excel. Et maintenant, si vous avez d'énormes quantités de données, vous pouvez vous orienter vers Power BI. Donc, voici un peu, en gros, la présentation rapide de ce système Business Intelligence qu'on peut mettre en place avec Excel. Merci. Andy? Allô? Allô? Oui, allô, vous me recevez? Oui, oui, je t'entends bien. OK, donc, Andy, voilà un peu brièvement comment je peux expliquer le système Business Intelligence avec Excel via Power Query et Power Pivot. Voilà, super, super. Donc, pour étayer un tout petit peu ce que disait mon aîné, OK, quand on parle du DAX, OK, de Power Pivot en l'occurrence, c'est un peu d'Excel, d'accord, c'est toujours de l'Excel, OK, mais à un autre niveau de compétence. Et c'est fait dans une structure plus cool, OK, et plus habituelle, d'accord, plus familière qu'aller directement vers du Power BI où le système de fonctionnement est très carré, très cadré. Mais l'avantage, lorsque vous maîtrisez Excel et que vous décidez de passer à Power BI, c'est que vous allez en terrain conquis. Parce que lorsque vous maîtrisez
de l'Excel, OK? BI, en fait, vous avez déjà les rudiments en Power Query et en Power Pivot. Vous connaissez déjà comment fonctionne un système d'information, comment fonctionne un système de base de données relationnelles. Et donc, dès lors que vous avez cette maîtrise, bah, vous passez très facilement vers Power BI qui devient pour vous du beurre. Parce que quand on va prendre le process normal d'apprentissage d'Excel, selon moi, c'est d'abord maîtriser les bases de données, ensuite passer au tableau croisé dynamique, ensuite passer aux fonctions, puis ensuite passer à Power Query, puis Power Pivot. Donc, pour nous, Power Query et Power Pivot constituent techniquement la finalité, c'est-à-dire c'est le haut niveau. C'est ce que vous pouvez faire de plus, en fait, en utilisant Excel tout court. Mais Power BI, vous rentrez dans Power BI en commençant par Power Query et Power Pivot. Donc, si vous n'avez pas les bases, clairement, ce n'est pas fait pour les débutants. OK? Donc, dans l'ensemble, voilà donc ce que permet aujourd'hui Excel 365, qui est tout simplement l'une des meilleures versions, d'accord? Si ce n'est la meilleure lorsque vous voulez réellement faire de l'analyse de données avec Excel et VBA. Et donc, aujourd'hui, on parle aussi de VBA en 2025. Est-ce qu'il est toujours pertinent? Oui, mais il a une utilisation aujourd'hui clairement différente de ce qu'on faisait avant. Aujourd'hui, je vois encore quelques personnes qui disent, beaucoup de personnes plutôt qui disent, oui, VBA, non, c'est pas utile, non, VBA, c'est totalement dépassé, je ne veux pas faire, mais malheureusement, si vous voulez utiliser Excel dans son plein potentiel, Power Query, Power Pivot, c'est super, mais VBA, ce n'est pas inutile. Ce n'est pas inutile parce que VBA reste toujours présent dans Office 365 malgré Power Query et Power Pivot. Ils ne sont pas cons. VBA reste utile parce que lorsque vous voulez créer des formulaires utilisateurs et interagir avec les utilisateurs, vous en avez besoin. Et mon aîné disait quelque chose tout à l'heure. Vous avez toujours vous m'excusez le terme, mais je le dis quand même, des agités qui vont courir modifier les structures de fichiers. Il y en a. Tu déposes le fichier, tu mets ça en place, tu dis non, ne touche pas. Lui, il va toucher. Je ne sais pas ce qu'il cherche, mais il va toucher quand même. Alors que lorsque vous mettez, par exemple, une interface utilisateur en VBA, qu'est-ce qui va se passer? Il est tenu de respecter la structure que vous avez mis en place. En d'autres termes, il ne peut manipuler que les champs que vous lui avez donné la main pour manipuler et la structure que vous avez mis en place au départ. Et donc, l'information est toujours transférée dans le bon format parce qu'on a automatisé la saisie et automatisé le contrôle de saisie. Ce que VBA ne peut pas faire, par exemple, c'est le remplacer dans tout ce qui est tâches d'automatisation d'édition de données ou de documents. Power Query, quoi qu'il en soit, ne peut pas éditer des fichiers PDF. Il ne peut pas éditer des factures. Ce n'est pas possible. Alors que VBA peut le faire très bien en toute facilité. Power Query ne peut pas faire du public postage. Alors que lorsqu'on veut être efficace, on doit faire du public postage en entreprise. C'est obligatoire pour diverses raisons. Rédiger des contrats, rédiger des manuscrits, certains types de documents, VBA reste toujours utile dans ces cas spécifiques. Par contre, utiliser aujourd'hui VBA pour faire de l'analyse de données, c'est totalement idiot. Vous m'excusez le terme, mais c'est le cas. VBA aujourd'hui ne sert plus à l'analyse de données. Power Query et Power Pivot s'en chargent très, très, très bien. VBA, par contre, pour de l'automatisation spécifique, est très utile. Et nous l'utilisons énormément, VBA en question, quand nous voulons mettre des logiciels Excel en place. Comment ça fonctionne? Je vais ouvrir un fichier que j'ai l'habitude d'utiliser souvent ou que Greg a conçu, Keep Eyes on Finance. OK. Je pense que c'est celui-ci. ID, je ne peux pas utiliser celui-là. Non, je ne peux pas utiliser celui-là. Il y a un fichier que nous avions conçu dernièrement qui est franchement très utile lorsque nous voulons manipuler pour gérer nos finances. Hein. Nous, on a mis ça en place techniquement pour gérer nos finances personnelles. Bah, je ne le retrouve pas. Je vais faire certainement une vidéo dans laquelle je vais présenter un peu l'outil
je vais vous présenter un peu l'outil. J'avoue que je n'avais pas prévu ça. Ou tout au moins, voilà, j'ai ceci que je peux vous montrer en attendant. Ici, par exemple, on a une liste d'emails et on est en train de concevoir un petit système pour automatiser l'envoi d'emails. Ce système, on est en train de le concevoir depuis 2 jours environ, juste pour le fun, juste pour s'amuser nous-mêmes un peu et automatiser l'envoi de documents, l'envoi de mails, au lieu de tout le temps passer nous-mêmes par System.io qui actuellement nous fait des misères. Donc, on a décidé de créer ça, OK, au lieu de passer par System.io. L'avantage ici, c'est qu'au lieu d'aller sélectionner les documents, on a mis en place une procédure VBA qui nous permet spécifiquement d'aller sélectionner un fichier en particulier. Je dis par exemple, je veux sélectionner par exemple un fichier sur le disque local E. OK? Je vais sélectionner ce fichier, je valide et il est récupéré et il sera directement ajouté en pièce jointe au mail que j'aurai à envoyer. Et donc ça, par exemple, c'est un cas spécifique d'automatisation VBA. Un cas parmi tant d'autres. Mais on a interagi, on a joué avec les formulaires. D'accord? L'intégration de la pièce jointe au bon format n'aurait pas été facile si je devais utiliser Excel classiquement, parce qu'il aurait fallu aller récupérer le chemin d'accès au fichier. Or, récupérer le chemin d'accès au fichier, ce n'est pas toujours simple. Ce n'est pas du tout simple d'ailleurs. Alors qu'avec VBA, ça a été rapidement fait et on a eu accès au chemin d'accès. Donc, il y a tellement de cas d'usage. Le document, il est très, très complet. Malheureusement, on n'a pas suffisamment de temps pour pouvoir tout aborder. C'est un e-book qu'on a profité pour faire en même temps pour le compte de ce webinaire. Donc, c'est un document très, très, très complet qui aborde tous les aspects liés à l'utilisation d'Excel en 2025, depuis 2016 d'ailleurs, avec tous les concepts de base comme notamment la structuration des données, OK? La structuration des données, comme les différents types de bases de données à utiliser, unitabulaire ou multitabulaire, comme par exemple l'évolution d'Excel au cours des années de 2013-2016 à Office 365, l'intégration des outils BI d'Excel, notamment Power Query et Power Pivot, d'accord, qui sont 2 outils du moderne Excel qui permettent de faire des choses absolument extraordinaires, ainsi que la place de VBA en 2025. On n'a vraiment pas eu beaucoup de temps pour venir sur lui, mais croyez-moi, VBA en 2025, c'est la voie royale pour se faire du cash. Ça, je vous le dis parce que j'en suis le pur produit. Si vous maîtrisez correctement VBA en 2025, ce que vous pouvez faire déjà pour les entreprises, les micro-entreprises aussi. Déjà, notre mentor, celui qui nous a proposé pour la certification MVP, Nathan Fauconnier, travaille aujourd'hui avec, de la dernière discussion que j'ai eue, il travaille aujourd'hui avec des groupes comme LVMH. Si vous connaissez les sacs Louis Vuitton, Dior et consorts, LVMH, c'est des produits du groupe LVMH. Il travaille avec Total. Donc, Total, c'est pour la vente d'essence. C'est l'une des plus grosses boîtes françaises pétrolières. Il travaille avec Accor et consorts. Et toutes ces entreprises-là sont a priori de très, très grosses boîtes. On se dirait a priori, on n'a pas besoin d'Excel dans ces entreprises. Ce qui est étonnant, c'est qu'il continue toujours de travailler sur Excel avec ces entreprises et qu'il fait pour eux du VBA, dans certains cas spécifiques, alors que ce sont des entreprises qui ont la possibilité d'avoir de très, très gros ERP, mais on a toujours besoin d'Excel, même dans des grosses boîtes, des multinationales de cette dimension. Je ne sais pas si vous le savez, mais je pense que Bernard Arnault, le CEO, le PDG, le CEO de LVMH, est le 6e ou le 7e homme le plus riche au monde et peut-être le premier en France, je pense. Donc, c'est vous dire quand même les boîtes avec lesquelles ils bossent et pourtant, elles continuent encore d'utiliser Excel et VBA. Un autre aspect, c'est que lorsque vous revenez à un concept beaucoup plus africain, et ça, c'est de mon histoire propre que je veux un peu parler, j'ai commencé à faire mes premiers francs CFA après mon stage payé une misère en travaillant pour les petites et les micro-entreprises, en développant de petits logiciels à compta, MomoShop, logiciel de gestion de stock. D'ailleurs,
La base de données que je vous ai présentée ici provient d'un logiciel de gestion de stock que j'ai développé pour une micro-entreprise ici à Cotonou. OK? Un ami, mais aussi, il était d'abord un client avant de finalement devenir un ami. Donc, cette base de données provient des prémices de l'outil que j'ai mis en place pour lui en 2022, qu'il continue toujours d'utiliser en 2025 et qui lui permet d'avoir ses rapports d'activité de façon très fluide, très cohérente. Et il y en a plein comme ça. Il y a plein de petites entreprises qui ont des besoins sur Excel. Maîtriser VBA, un peu de Power Query, un peu de Power Pivot et quelques outils d'automatisation vous permettent de pouvoir concevoir des outils utiles à ces entreprises qui n'ont pas souvent de système de gestion cohérent et qui quand même ont des besoins de gestion, qui ont besoin de contrôler leur performance. Je prends un exemple très simple d'entreprise ici qui a besoin d'outils. Ce sont, par exemple, les structures qui font du mobile money ou les structures qui font du transfert d'argent. Au Bénin, ici, d'après les recherches ou les personnes, les quelques-uns avec lesquels j'ai discuté, il y a plein qui n'ont pas d'outils pour connaître quel est le point de la journée. Ils ne savent pas faire efficacement le point de la journée. Ils ont des fichiers Excel bateaux qui leur permettent de faire les points, mais ils ne sont pas structurés suivant les règles de l'art. Or, vous pouvez concevoir des fichiers Excel correctement structurés, OK, que vous pouvez aller proposer à ces promoteurs-là. Vous blindez, moi. Je vous prie de couper votre micro, s'il vous plaît. Je suis en train de suivre un web binaire là. N'oublie pas de fermer ton micro, s'il te plaît. Donc, désolé pour l'interruption. Donc, je disais tantôt que il y a ces petites entreprises-là qui ont des petits besoins comme ça, des petits trucs, ils ont besoin qu'on les aide, qu'on leur apporte quelques petites solutions, des trucs de rien du tout, hein, mais qui vous font du cash, tranquille, 50 000 par-ci, 100 000 par-là. Moi, la plupart de mes outils de gestion, c'est à partir de 250, 300, 450 000, hein, je le dis en toute honnêteté. Je ne code pas pour moins de 400 000, ça, c'est pas possible. Et pourtant, j'ai commencé avec 50 000 francs. J'ai commencé à monter des petits outils, des petits logiciels à partir de 50 000 francs. Et ça me suffisait largement pour gérer ma pitance en son temps. J'étais payé à 5 000 francs le mois. Donc, ce n'était pas quelque chose c'est pas 50 000, c'est pas sur 50 000, je vais cracher. Et donc, c'est des petits outils comme ça que vous pouvez commencer à mettre en place. Mais pour les faire efficacement, VBA devient utile parce qu'il faut protéger la saisie de données, structurer la saisie de données. Derrière, un peu de Power Query si besoin, encore que ce n'est même pas nécessaire. Mais si besoin, un peu de Power Query, un peu de Power Pivot, chic tableau de bord, tu lui présentes, le gars, il est comblé. Tu as réglé son problème. Et quand tu règles son problème, il est prêt à banquer. Il t'appelle, il a un autre souci, il t'appelle. Ah, j'ai besoin de ceci. Ah, il a un autre souci, il t'appelle. Ah, j'ai besoin de cela. Conséquence, tu te crées un réseau, d'accord? Tu te crées un réseau pour commencer. Et de deux, l'avantage, c'est que tu as la possibilité de venir maintenant demander à des personnes qui sont un peu plus avancées de te proposer des trucs encore plus intéressants. Techniquement, ça te permet de progresser au boulot parce que tu deviens le monsieur Excel, celui qu'on ne veut pas lâcher tomber. Et Excel, entre-temps, a rapporté d'autres choses autres que le travail. Je peux vous garantir ça, je garde ça pour moi. Mais bon, les plus connaisseurs auront déjà compris que Excel, c'est un tombeur de femmes. Croyez-moi, Fabrice a fait un post l'autre jour pour dire comment le collègue de votre femme lui montre potentiellement Excel. Je peux vous promettre, pour le chaud lapin que je suis, Excel, c'est un tombeur de femmes. Croyez-moi. Aïe, aïe, aïe. Pardon? Invitez-nous pour le mariage. Ah, en tout cas, moi, Excel, au-delà du travail, ça m'a rapporté plein d'autres choses. Plein d'autres choses que nous comprenons tous. Ceci dit, aujourd'hui, pour reprendre les mots de quelqu'un qui se reconnaîtra certainement, ne pas maîtriser Excel, c'est abandonner son corps, c'est livrer son corps et son esprit à la souffrance et au stress. Celui dont je parle se reconnaîtra certainement, pour reprendre les mots de certains. Refuser de se former sur Excel, c'est abandonner son corps et son esprit
à la souffrance et au stress, tout simplement. Voilà pour ce que j'avais à partager avec vous tout au long de cette session de formation, de ce petit webinaire que nous avons gagné, que nous avons partagé plutôt ensemble. Je vous remercie pour votre participation. Il y a une formation à la clé que nous sommes en train d'organiser sur Excel, toujours dans la droite ligne de ce que nous avons commencé ce soir, Excel pour les débutants en 2025. L'objectif, c'est d'acquérir les compétences, les outils pour une maîtrise solide des bases dans Excel. C'est de comprendre les différences clés entre les versions, les différentes versions d'Excel de Office 2013 jusqu'à Office 2019 et de Office 2021 à Office 365 et de pouvoir créer, organiser et structurer vos premiers tableaux de bord ou vos premières analyses de données sur Excel. La durée de la formation est de 12 heures. Nous l'avons rallongé à 15 heures de formation à raison de 2 heures par séance alternant théorie et cours pratiques. Nous n'avons eu qu'1h30 aujourd'hui, mais vous avez pu voir déjà tout ce que nous avons partagé ensemble. Alors, en 12 heures, je vous laisse imaginer tout ce que nous pouvons, en 12 heures, non, en 15 heures, je voulais dire, je vous laisse imaginer tout ce que nous pourrons voir ensemble. Le tarif de la formation est de 50 000 francs. Donc, c'est un tarif donné parce que généralement, c'est le programme que nous proposons à 120 ou 130 000 que nous avons proposé à 50 000 francs pour permettre au maximum de personnes de pouvoir y participer. Mais toutefois, nous n'avons voulu ouvrir la porte qu'à 20 personnes pour le compte de cette première cohorte, histoire de voir si ça intéresse. Je ne le cache pas. C'est pourquoi on a limité le nombre de participants à 20. Et vous aurez, moi, Greg et certainement un autre formateur qui va nous rejoindre pour vous accompagner tout au long de cette session de formation qui va durer 15 heures, répartie en environ 2 à 3 semaines maximum. Donc, si vous voulez apprendre Excel, si vous voulez éviter d'abandonner votre corps à la souffrance, votre corps et votre esprit surtout, à la souffrance et au stress, c'est le moment de passer à Excel. C'est le moment de vous former sur Excel. C'est le moment de commencer à changer votre rapport à Excel, votre utilisation de cet outil. Mais sinon, si vous ne voulez pas, vous pouvez toujours continuer à répéter les mêmes erreurs, à souffrir en fin de mois, en fin de semaine, en fin d'année, comme on en a déjà l'habitude. OK? C'est un choix aussi, puisque souffrir aussi, c'est de bonne guerre, c'est un choix, c'est une décision personnelle. Vous pouvez continuer aussi à le faire. Et celles et ceux qui auront la chance et le mérite de nous rejoindre, nous allons les préparer pour Excel. Ils vont devenir forts et ils vont briller au boulot, ravir certaines places et certainement se faire encore du cash à côté puisque ceux qui ont besoin d'Excel ne manquent pas. Les entreprises qui ont besoin de se former de personnes pouvant les aider à travailler sur Excel, elles ne manquent pas. Donc, vous avez le choix. Les informations, toutes les informations complémentaires seront partagées dans le forum. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant. On peut y aller. On va partager encore 10 minutes ensemble pour répondre aux questions des uns et des autres. Et on va clore la séance de ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Andy, bon, moi, j'ai une petite préoccupation avec l'application VBA. Oui. C'est un peu technique, ça concerne la boîte d'outils. Puisque je n'arrive pas à afficher tous les éléments de ma boîte d'outils. En plus de ça, je n'arrive pas à utiliser les date pickers. Donc, je ne sais pas quel est le problème. En fait, j'utilise, quand je regarde le fichier qui me permet d'utiliser les boîtes à outils, les éléments de la boîte à outils, c'est un FM20Del, un truc comme ça, qui est dans le système 30. Bon, je ne sais pas si on doit le remplacer ou comment modifier pour qu'il puisse avoir accès à tous les éléments de ma boîte à outils. Oui, mais bon, ça, c'est une préoccupation qui est très technique et très spécifique. On ne peut pas l'aborder au cours d'un webinaire comme ça, au risque de perdre tout le monde. Donc, si tu as d'autres questions plus ouvertes, on peut y répondre. Mais si pour des questions spécifiques comme ça, tu m'écris en privé et puis nous pourrons échanger à propos de ta préoccupation.
D'accord, je vais laisser l'attitude aux autres de poser leurs questions. Ok, merci. Mm. Oui, Madame Bonsoir, Florence. monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, comment vous allez? Ça va très bien, et vous? Ça va, moi, c'est Madame Florence, je suis du Bénin. Je voulais dire quelque chose que vous avez déjà abordé, mais il faut que j'en parle. Et il y a des thèmes très techniques qui nous font peur même de se lancer. Donc, moi, je demande, est-ce que lors de la formation, on saura donner comment on dit, connaître le niveau de service chacun à la hauteur de son niveau? Parce qu'il y a D'accord. moi, je suis tellement encore en arrière par rapport à ce que je dis. Donc, je veux mieux comprendre ou bien, je ne sais pas s'il Ok. faut venir en pour avoir Non, j'ai compris votre préoccupation et je suppose que d'autres aussi ont des préoccupations similaires. La formation s'intitule Excel pour les débutants en 2025. L'idée, c'est de repartir de commencer à partir des bases, du b.a.-ba, du minimum syndical qu'il faut comprendre avant de se lancer sur des trucs un peu plus techniques dans Excel. Et vous avez affaire quand même à des formateurs qui ont l'expérience de travailler avec des personnes âgées, de travailler avec des personnes, des professionnels en entreprise. Pour ma petite expérience, c'est l'ANAT, la GIZ, le ministère du cadre de vie, du développement durable du Bénin et quelques autres entreprises dont je ne peux pas citer les noms malheureusement. Mais nous avons cette expérience-là de partir de zéro pour devenir des héros. Donc, vous pouvez, sans embâche, sans autre arrière-pensée, nous rejoindre et nous allons faire ça bien dans les règles de l'art et avec la joie et la bonne humeur. Ce que vous pouvez savoir et ce qu'il est utile de savoir, c'est que dans Excel, il n'y a pas que du technique. Il y a des choses qu'il faut comprendre et dès lors que vous connaissez le minimum, vous maîtrisez en fait les bases, après tout le reste passe de façon plus fluide, passe beaucoup plus facilement. Donc, ne vous braquez pas, ne venez pas avec des a priori, c'est ouvert pour tous. Si vous êtes déjà un utilisateur d'Excel, mais que ce que nous avons abordé aujourd'hui, vous le trouvez pertinent, utile de l'approfondir, parce que comme vous pouvez le voir, c'est quand même un document de plus de 40 pages, d'accord, d'environ 40 pages que nous avons essayé de décortiquer en 1h30. Clairement, je l'ai survolé. Je l'ai vraiment survolé. Et pourtant, ce n'est que la partie théorique. Donc, dans la pratique, on va encore aborder beaucoup d'autres choses. Donc, vous pouvez vous inscrire. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de niveau spécifique. Vous venez, on va tous travailler ensemble et de la meilleure manière possible. Ok, merci pour le sourire donné. J'étais abattue. Non, il n'y a pas de souci. Ça va le faire. On va le faire, comme on en a l'habitude d'ailleurs. Bonsoir. Monsieur. Bonsoir, monsieur. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? D'accord. Je suis monsieur Angoran Kwame-Gilles, en Côte d'Ivoire. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour ce brillant exposé et au passage saluer mon mentor personnel, monsieur Fabrice Beau. J'ai une préoccupation, pas une préoccupation en tant que telle, mais une requête à vous faire. Tout à l'heure, vous avez parlé de VBA sans toutefois rentrer en profondeur. Oui. J'aimerais, puisque j'ai quelques bases en Excel, mais le volet VBA, il faudrait dire que c'est un terrain non conquis pour moi. Donc, je souhaiterais, puisque déjà il y a un groupe WhatsApp qui est déjà formaté, je souhaiterais, bon, si vous le désirez bien, vous avez voulu le faire, nous présenter plus ou moins le fonctionnement, mais vous n'avez pas eu le temps et puis, bon, ce n'était pas forcément préparé. Je souhaite que vous pouvez donner des ressources, peut-être dans le groupe, pour qu'on puisse avoir quand même de façon structurée comment est-ce qu'on peut se lancer, parce que c'est le grand challenge, c'est le grand défi, comment avoir une formation structurée, parce qu'on a des formations, mais des formations structurées, c'est un peu difficile. Donc, comment est-ce que, voilà, on peut le faire déjà avant la formation que vous prévoyez. Donc, c'est une requête, c'est une doléance que je voulais vous faire. Merci. OK, d'accord. C'est compris. Je partage quotidiennement et assez souvent beaucoup de contenu sur Excel dans le forum.
nous avons lancé dernièrement un petit sondage. OK? On a lancé un sondage pour demander aux uns aux autres quels sont les